Bonjour. Avec un prix du litre de super sans-plomb qui frôle les 2 €, l'énergie s'est réinvitée dans le débat électoral, de manière superficielle, car les mesures envisagées, qu'il s'agisse de pomper sur les stocks stratégiques ou de revenir à une sorte de TIPP flottante, ne sont que des cautères sur une jambe de bois. Cette hausse des prix des produits pétroliers est mondiale et durable. Cela tient à la montée en puissance des économies des pays émergents qui consomment toujours plus de pétrole, au coût de plus en plus élevé de l'exploration pétrolière et aux considérations géopolitiques avec la mise sous embargo de la production d'un pays comme l'Iran. La facture pétrolière va donc, si l'on ne fait rien, mécaniquement augmenter. Or, cette facture devient insupportable pour la France. La crise, rappelons-le, est due pour l'essentiel au déséquilibre des balances des paiements, avec des pays qui accumulent des excédents à partir de leurs exportations de biens manufacturés ou de pétrole, et avec d'autres pays lourdement déficitaires car ils importent ces deux types de produits. L'Allemagne, la Chine et à un degré moindre le Japon compensent leurs importations d'énergie, le pétrole et gaz, par des excédents commerciaux. Il fut un temps où la France se trouvait dans la même situation que l'Allemagne. Notre déficit énergétique était compensé par nos excédents commerciaux, notamment sur les pays pétroliers. Or, cette époque est révolue et nous cumulons désormais un double déficit commercial et énergétique. Sur le déficit commercial record de 70 milliards d'euros en 2011, plus de 61 proviennent de l'énergie, dont 50 sur le pétrole brut et les produits pétroliers. Alors, que faire ? Il faudrait d'abord que nos candidats aient le courage de disséquer les chiffres et de tirer les enseignements des années passées. Car des erreurs, il y en a eu. L'une d'elles a été de s'imaginer que le nucléaire, qui couvre les 3/4 de notre production d'électricité, dispensait de mener une politique audacieuse et contraignante d'économie d'énergie. Notre indépendance électrique ne doit pas nous empêcher de tout faire pour réduire la consommation, ne serait-ce d'ailleurs que pour éviter d'avoir à importer aux heures de pointe et pour dégager des capacités exportatrices supplémentaires. Car notre électricité est une matière première comme une autre, que l'on peut et que l'on doit exporter. Elle nous a rapporté 2,6 milliards d'euros en 2011. On voit donc là se dessiner le nouvel axe d'une politique énergétique. Le nucléaire est pour les 20 ans qui viennent notre seul atout. Ni les éoliennes, ni le photovoltaïque ne sauraient le remplacer. Un nucléaire, bien sûr, optimisé, sécurisé, avec un effort de recherche concentré sur la 4e génération et la miniaturisation. Deuxième axe, les économies d'énergie. Cela peut être un gisement fantastique d'innovation et donc d'emploi et pourquoi pas d'exportation. Troisième axe, réduire de manière drastique les importations de pétrole brut et surtout de produits raffinés, à commencer par le fioul et le gazole. Là aussi, une grave erreur a été commise, celle qui a consisté à développer un parc automobile à base de moteurs diesel, alors que l'appareil de raffinage était orienté vers la production d'essence. Nos raffineries, du moins celles qui demeurent, exportent du sans-plomb pour près de 3 milliards d'euros, mais on importe pour 13 milliards de gazole. Alors comment a-t-on pu laisser se développer un tel gap ? C'est à croire que constructeurs automobiles et compagnies pétrolières vivent sur deux planètes différentes et que l'État, là comme ailleurs, a été aux abonnés absents. Si on ferme toutes les raffineries en France, il n'y aura même plus d'exportation d'essence et la facture s'alourdira. C'est là où l'on voit que les intérêts de Total ne correspondent plus forcément à ceux de la France. Enfin, quatrième axe d'une politique énergétique, les nouvelles sources d'énergie. Pas seulement l'éolien et le photovoltaïque, mais tout ce qui relève de la microproduction. Je veux parler de tout ce qui se fait déjà dans les exploitations agricoles, la géothermie, la récupération de chaleur, etc., etc. Mais aussi de la macroproduction. Et là, il faut aborder la question des gaz de schiste. La Chine, les États-Unis, mais aussi la Pologne, se lancent à fond dans l'exploration et la production. La France, non. On a peur de polluer la nappe phréatique, de forêts à grande profondeur. Pour un peu, on aurait peur que le ciel nous tombe sur la tête ou plutôt que la terre ne s'effondre sur nos pieds. En fait, c'est la peur du progrès. Toute innovation comporte un risque et peut avoir des effets pervers. Mais il revient à nos sociétés que ces risques soient réduits au minimum. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas et l'on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Plus de nucléaire, pas d'énergie polluante et qui émette du CO2, pas de gaz de schiste, tout en maintenant évidemment notre mode de vie.